Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal de 20 heures. Le chef de l'État Patrice Talon et ses ministres se sont retrouvés en Conseil des ministres ce mercredi. D'importantes décisions ont été prises. Le point dans cette édition. Les travaux de la réhabilitation de la route Ndali-Niki Chikandu, frontière Nigeria, se poursuivent. C'est une infrastructure majeure pour l'économie béninoise. Et puis au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Pendant ce temps, la guerre entre l'Ukraine et la Russie se poursuit par des bombardements. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de AIF TV International. Le gouvernement de Patrice Talon s'est retrouvé en Conseil des ministres ce mercredi. À l'issue des assises, d'importantes décisions sont prises. Nous faisons ici le point avec le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Moubedji. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Lomé. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de Lomé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays, en lieu et place d'agences réparties par bassin. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. En point 3, approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel, lors de sa séance du 20 avril 2022, le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024, sous la conduite du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation et de la 28e édition du Téléfood le 16 octobre 2024 à Zakota, dans le département du Zou, puis la participation du Bénin
à l'Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin du 6 au 10 octobre 2024 à Bordeaux, en France, à la 47e session de la Commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 25 au 30 novembre 2024 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, chef du cabinet du haut-commissaire à la prévention de la corruption, M. Wassi Gafarou. Secrétaire général du haut-commissariat à la prévention de la corruption, M. Olivier Charles Atindéou, je vous remercie. Je suis sûr que vous êtes sûr que, comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux. Et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Et on en sait beaucoup plus sur cette actualité d'arrestation. Le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, a animé un point de presse dans la soirée de ce mercredi 25 septembre 2024 pour élucider cette affaire relative à l'interpellation de l'ancien ministre des Sports Oswald Homeki et celle de l'homme d'affaires Olivier Bokor. Des propos du procureur spécial près de la Criette, il ressort qu'un coup d'État serait en préparation par les deux personnalités. Mesdames, Messieurs, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Homeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Homeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Homeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Homeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi,
M. Olivier Boucan a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Et une descente sur les routes béninoises. Les travaux de réhabilitation de la route Ndali-Niki, Chikandou, frontière Nigeria, se poursuivent. Une infrastructure majeure pour les échanges commerciaux entre le Bénin et les pays voisins. Océane Rachidat nous en dit plus. Les infrastructures économiques jouent un rôle stratégique dans le processus de développement d'un pays. Leurs caractères transversaux contribuent au développement de tous les secteurs et donc ont un impact direct sur toutes les couches de la population. Partant du constat de l'état de dégradation avancée de la route Ndali-Niki, Chikandou, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la réhabilitation de cette infrastructure de transit qui joue un rôle important d'intégration régionale. Les travaux sont toujours en cours et à terme, la réhabilitation va permettre de sécuriser les investissements consentis pour la réalisation de cette route, d'améliorer le niveau de service de cette dernière, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, d'absorber l'augmentation du trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers ainsi que le coût d'exploitation des véhicules. Précisons que la réhabilitation va faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec les pays voisins tels que le Nigeria, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et autres. Notre dossier santé dans cette édition, considéré comme l'épicentre de la beauté de la femme, l'hygiène intime féminine permet d'éviter des problèmes tels que les infections vaginales. Au regard de la sensibilité de la flore vaginale, l'hygiène intime féminine obéit à des règles précises. Nous explique ici Deo Gracias Messer, sage-femme et diplômée d'État. Quand on parle d'hygiène intime, ça fait souvent allusion à l'intimité de la femme, la propreté, la toilette périnéale, surtout vulvaire, comment faire la toilette périnéale, comment prendre soin de l'appareil génital féminin. Et c'est vrai que c'est un sujet tabou parce que les femmes, dans la majorité des cas, ne savent pas faire la toilette intime, surtout dans les périodes de menstruation. Il y a certaines femmes qui font la douche vaginale, or ce n'est pas conseillé parce que le vagin, d'abord, c'est la partie de l'appareil génital féminin la mieux protégée, la plus propre, si on va le dire ainsi. Parce que le vagin, c'est une zone acide qui lui-même détruit les nids d'infection. Donc, quand on fait la toilette vaginale, on détruit cette flore naturellement créée qui est censée éliminer les infections. Parce que la femme, elle est souvent sujette à des infections urinaires, des infections génitales basses. Donc, l'hygiène intime, ça fait plus allusion à la propreté, à la toilette intime. Comment faire la toilette intime avant, en arrière, pas d'arrière en avant, parce qu'il y a aussi la zone anale qui est la partie la plus sale de l'appareil génital. Donc la toilette intime, la toilette vulvaire, ça se fait d'avant en arrière. Et pas de douche vaginale. La douche vaginale n'est pas conseillée. La femme doit avoir une hygiène intime tout le temps. Et surtout dans la période de menstruation, dans la période où elle a ses règles. L'hygiène intime, c'est la base même de la propreté de la femme. C'est la base même de la propreté de la femme parce qu'une femme sans hygiène, bon, elle est sujette à des odeurs, à des infections. Donc, c'est la base même de la propreté féminine. Pour une bonne hygiène intime, donc, je conseillerais aux femmes de pratiquer la toilette vulvaire, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'arrière et d'avant en arrière, sans faire le geste opposé. De changer, de désinfecter souvent les sous-vêtements. Et pendant la période de menstruation, la période des règles, il ne faut pas porter les mêmes serviettes pendant toute une journée. De changer au moins 3 fois par jour. C'est vrai, nos serviettes, les serviettes pour les règles,
Dans la majeure partie du cas, les serviettes traditionnelles sont conseillées, mais déconseillées parce que la plupart des femmes n'arrivent pas à suivre une bonne hygiène. Ils ont la propreté de ces garnitures-là. J'appelle garniture les serviettes-là, les serviettes pour les règles, les menstruations. Donc, celles qui utilisent les serviettes jetables, on leur conseille souvent de changer au moins 3 fois par jour. Parce qu'au bout de 6 heures, ça devient une infection. Et la toilette vaginale, la désinfection des sous-vêtements, voilà. Vous l'aviez compris, on s'intéresse au sport. L'association sportive Adomé Sagbo fait la promotion du football à la base. Basée au Bénin, cette association forme des jeunes joueurs âgés de 15 à 20 ans. Chefiatou Salami nous amène à la découverte de cette association. Concilier passion et volonté pour aider les jeunes amoureux du cuir rond afin de promouvoir le football à la base. Tel est l'objectif de Jocelyn Adomé Sagbo. L'ex-international béninois crée l'association sportive Adomé Sagbo Azas. Basée dans la ville de Porto Novo, Azas présente diverses catégories d'âge, les moins de 15, de 17 et de 20. Autorisés et affiliés à la Fédération béninoise de football en 2022, l'association sportive Adomé Sagbo dispose de staff technique et d'encadrement compétent qui permettent à ses pensionnaires d'acquérir de connaissances nécessaires en football pour devenir des athlètes capables de conquérir le marché des transferts. De même, études, apprentissages et formation sont conciliés. Azas évalue périodiquement le niveau de ses pensionnaires à travers des matchs amicaux contre d'autres académies du Bénin. Seule l'association sportive a livré des matchs contre les clubs de première division au Bénin, à savoir Jeunesse sportive de Koubé ou encore le triple champion du Bénin, Coton FC. Les dirigeants d'Azas nouent les partenariats au Bénin, en Afrique et en Occident pour permettre à ces pensionnaires de faire carrière dans le football. Les informations à présent hors de nos frontières. Un tour donc au Burkina Faso, en Guinée, en France et en Ukraine. Le récit avec Chefiatou Salami. Au Burkina Faso, la junte assure avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms, dont ceux du prédécesseur d'Ibrahim Traoré, Paul-Henri Sandaogo Damiba, premier putschiste de 2022, d'anciens ministres des Affaires étrangères et de plusieurs officiers ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télé d'État. En face de la caméra, le ministre de la Sécurité l'assure. Le plan prévoyait plusieurs cibles. L'attaque contre les populations de Barça-Logo le 24 août 2024 en aurait été le premier axe. Pour rappel, près de 200 civils avaient été tués dans cette commune alors qu'ils creusaient des tranchées à la demande de l'armée. Une attaque massive revendiquée par le DINIM, groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Mahamadou Sana évoque un complot organisé avec l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, et affirme que c'est l'attaque de Barça-Logo qui devait être le déclencheur de cette tentative de prise du pouvoir. Le président du Conseil national de la transition de Guinée, l'organe législatif non élu, mis en place après le coup d'État militaire de 2021, dans Sakourouma, et des conseillers de CNP sont en Europe
pour présenter l'avant-projet de la nouvelle constitution. Après 3 ans de pouvoir militaire, l'avant-projet de constitution fait l'objet en ce moment d'explications dans le pays et au sein de la diaspora. Le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma, s'est exprimé face aux médias sur ce nouveau texte, mais aussi sur les accusations d'atteinte aux droits humains en Guinée, notamment depuis la disparition de 2 activistes du Front national de défense de la Constitution. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'a toujours pas cessé. La Russie ne cesse de bombarder l'Ukraine. À chaque fois, son objectif est de détruire le pays voisin. Depuis quelques jours maintenant, elle vise quelques cibles dans lesquelles s'observent des attaques. Ce pays se trouve dans des conditions très difficiles. Certains Ukrainiens fuient pour se réfugier ailleurs dans l'intention de revenir quand tout prendra fin. Par contre, d'autres ont espoir et refusent de quitter leur pays d'origine. Bien de choses sont détruites dans le pays. Pour rappel, cette guerre a commencé depuis février 2022. En France, le 24 septembre est une date mémorable qui rappelle la prise de possession de l'archipel français. C'est un grand anniversaire de la Nouvelle-Calédonie de toute la France. En l'an 2004, plusieurs faits ont eu lieu. Au centre du pays, un ensemble de statues a été mis sur pied pour identifier l'unicité des différentes ethnies. En 1853, les missionnaires et les soldats ont signé un document pour rendre officiel l'archipel. Et quelques années plus tard, le 24 septembre est transformé en une fête de la jeunesse. À l'approche des années 1880, le 24 septembre devint une date de deuil parce que les volontaires indépendantistes se faisaient entendre. Depuis des temps, le 24 septembre reste et demeure une date historique pour la France. Fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir reçu. Bonsoir chez vous.